Gracchus raconte, présente Ernest Hemingway, le tendon d'Achille. En des temps anciens et peu éclairés, il y avait un adage, in vino veritas, qui signifiait en gros que sous l'influence délétère de la boisson, un homme se dépouillait de sa crasse de réserve et de convention et laissait voir de quel métal était vraiment fait son moi. Ce vrai moi pouvait être béat, poétique, morbide ou extrêmement pugnace. Dans la rude terminologie de nos ancêtres, ces états que faisait apparaître la boisson étaient qualifiés, dans l'ordre, de cuite rieuse, sentimentale, pleurnicheuse ou bagarreuse. Un homme que l'action corrosive de l'alcool avait dépouillé de sa coquille pouvait présenter un aspect aussi attrayant que celui de la nudité ratatinée et informe d'un Bernard l'ermite privé de logement. Un autre, avec des dehors l'apparentant à un roc, pouvait, sous l'influence du liquide, se révéler cordial, généreux et sociable. Mais il y avait aussi en ce temps-là des hommes sur la personnalité profonde de qui l'alcool n'avait pas plus d'effet qu'un lessivage vigoureux des pyramides avec du vinaigre pourrait avoir sur les sarcophages qu'elles abritent. On disait de ces hommes qu'ils avaient la tête particulièrement solide, la tête étant à tort considérée populairement comme le lieu de plus grande résistance dans le combat que le corps livre à l'alcool. À vrai dire, les hommes en question étaient en réalité dotés physiologiquement d'un estomac non absorbant. Mais on ne peut pas bâtir une saga de bar sur un estomac non absorbant. Le tenter serait presque aussi ardu que de persuader un troufion salement amoché qu'il vient de faire la guerre au gouvernement allemand et ne s'est nullement battu contre les Allemands. Note de bas de page. Allusion à la thèse des pacifistes américains, partisans d'une réconciliation rapide avec l'Allemagne. La nouvelle a été écrite en 1919. Fin de la note de bas de page. La présente histoire a pour thème des estomacs non absorbants, des assassinats, la main de Dieu et le vrai siège des émotions. Mais ces thèmes, elle ne les traite pas dans cet ordre, car elle commence par la main de Dieu. Note de bas de page. Dans cette histoire, la main de Dieu, The Hand of God, est un tueur dont le surnom Hand lui est approprié en plus d'un sens puisqu'il est un homme de main. Fin de la note de bas de page. Jadis, avant l'époque où les cocktails se buvaient dans des tasses à thé, note de bas de page, c'est-à-dire avant la prohibition, fin de la note de bas de page, Hand Evans était un tueur. Mais attention, un tueur est un personnage radicalement différent d'un porte-flingue. Un porte-flingue, et les modèles actuels semblent tendre vers le porte-deux-flingues, est un individu qui a des jambières de cuir, un chapeau à large bord, le débit traînant d'un homme du Sud, l'habitude de serrer les mâchoires de telle sorte que les muscles de ses joues fassent saillie dans les gros plans, le même effet pouvant être obtenu en mâchant continuellement du chewing-gum, et deux énormes pistolets qui émergent d'étuis fixés à mi-hauteur de son pantalon en peau de vache. Il a beau avoir l'air mauvais, il a en réalité très bon cœur, et se révélera un type très bien dans la dernière bobine. En général, du reste, il est quelqu'un d'autre sous un déguisement. Un tueur n'a pas une seule des principales caractéristiques du porte-flingue. C'est un paisible, peu sympathique, plutôt terne fournisseur de mort professionnel. La façon dont il tue peut varier, mais en général, il aime faire coup double et travailler de près. Cette préférence du tueur pour le travail de près peut s'expliquer par le fait que c'est souvent un exécrable tireur. En ville, il n'y a guère de possibilité de s'entraîner au maniement d'un automatique, mais à une distance de 3 mètres, pas besoin d'être très adroit. À noter aussi que tout tueur a son point faible, ce que Jack Farrell, qui pendant qu'il était dans la police, a vu l'ascension et assisté à la chute de maints tireurs, allant de Killer King à Kansas City Blackie, appelé son tendon d'Achille. Certains en revendiquaient plusieurs, mais tous en avaient au moins un. Hand Evans constituait l'exception. Hand était le diminutif de Hand of God. Cet irrévérencieux spécimen du vocabulaire de la pègre l'avait suivi de Seattle à l'est. Après qu'il eut exécuté son premier job dans le Middle West, Rocky Effitz, le patron du saloon qui est à l'angle de la 9th Street et de Grand Street, tint à quelques habitués accoudés au bar les propos suivants, les ponctuant du martèlement d'un index dodu. « Si ce type est la main de Dieu, je dirais que le Seigneur a une gauche du tonnerre. C'est ça qu'il est, ce gars-là, la gauche de Dieu. Et je peux vous dire que c'est une gauche pareille à celle de Pete Jackson. Une de ces gauches qui vous arrivent avant même qu'on ait le temps de dire « ouf » et qui sont sans réplique.
Vous autres rigolos qui êtes là à vous les rouler et à prétendre que vous êtes des artistes spécialistes en zigouillage, vous feriez bien de ne pas vous frotter à Hand. » Ainsi parla Rocky, tout en éliminant l'excédent de faux col avec une spatule de bois. La manière dont Hand s'acquitta de sa première commande ne manquait pas de style. Certaines personnes exigeaient l'élimination d'un nommé Scotty Duncan, qui était en possession d'un nombre plus que souhaitable de renseignements et qui était soupçonné d'être en communication avec ses représentants de la loi connus sous le nom de Poulet. Les conditions de Hand furent 200 $ cash, l'argent pour la fuite et 200, poste restante, Chicago. C'est là bien sûr un prix exorbitant pour un simple zigouillage, mais comme il l'expliqua, c'est à prendre ou à laisser. Je ne suis pas un vulgaire salarié. Si ce que vous voulez, c'est du travail bâclé, trouvez-vous quelconque malfrat au rabais. Les clients de Hand prirent, car le décès de Scotty Duncan, à cause de la protection qu'il recevait de la police, ne devait avoir aucune des caractéristiques d'un règlement de compte local. En conséquence, peu de temps après midi, alors que Scotty Duncan émergeait chez Wolf où il avait l'habitude de luncher, Hand Evans, un homme calme, de petite taille et au teint basané, se tenait à l'entrée du salon de Fitz, maintenant la porte battante légèrement entrebâillée sur l'extérieur. Avec la lente précision qu'apporte un champion de billard à jouer un coup exigeant quelque adresse, il tira de sa poche un automatique aussi vilain que trapu, et quand Duncan apparut de l'autre côté de la rue, devant chez Wolf, il fit feu une fois, regarda Duncan s'affaisser, le visage en avant, sur le pavé, et puis remettant son arme dans sa poche, il se dirigea vers le bar. Rocky plaça une bouteille de whisky devant Hand, et celui-ci s'en versa une bonne demi-rasade. « Visez la tête », dit Hand à Rocky, sur le ton de la conversation, les dispositions nécessaires ayant été prises pour que le bar soit désert. « Visez la tête, c'est plus propre, plus net, et quand on a utilisé des balles déformantes, on est sûr que le boulot est terminé. » Il vida son whisky, refusa un chaser et, prenant à une patère un chapeau mou et un holster, note de bas de page, chaser, verre qu'on boit pour en faire descendre un autre, holster, long par-dessus d'hiver. Fin de la note de bas de page. Il ramassa son sac de voyage et se dirigea vers l'entrée du fond. « Écoute, Hand, » glapit Rocky en sortant de derrière le bar, « j'aimerais te serrer la main. » Et s'essuyant ses grosses mains sur son tablier, il sourit admirativement au petit homme brun. « M'appelle pas Hand, » dit très calmement Evans en ouvrant la porte donnant sur la ruelle. « Et moi, je ne serre la main à personne. » Et ce fut là tout ce qu'on vit de Hand Evans pendant un certain temps. Parfois des bruits le concernant parvenaient dans notre ville. Il était à New York et y avait supprimé quelqu'un. Il avait quitté New York. Personne ne savait où il était. On le croyait de nouveau dans l'Ouest. Là-dessus, après qu'il eut tué un homme à la Nouvelle-Orléans, on n'entendit plus parler de lui pendant 1 mois ou 2, jusqu'au moment où il fit sa réapparition à Chicago et où il y eut un nouveau meurtre. Le scénario était toujours le même. Hand Evans faisait son apparition, un meurtre avait lieu sans témoin ou avec seulement des témoins favorables. Hand Evans disparaissait. Il travaillait pour le plus offrant et il travaillait seul. Il n'était inféodé à personne et il ne partageait avec personne. Les membres de la plus ancienne des professions ne réussissaient pas à avoir la moindre prise sur lui, et son seul point faible possible était la boisson. Il buvait beaucoup trop. Mais cela n'avait pas le moindre effet visible sur lui. Alors que ses compagnons de beuverie devenaient larmoyants ou querelleurs, lui restait toujours Hand Evans, un individu qui avait le caractère implacable du serpent à sonnette, mais sans le signal avertisseur de ce reptile. Aussi, lorsqu'après une absence de 2 ans, on le vit chez Rocky Fitz, son arrivée engendra des conjectures, de la consternation, et dans les 2 cas, une peur bleue chez des citoyens qui avaient été avertis de sa venue. Cette partie du quartier qui était au courant se perdait en conjectures. La venue de Hand Evans était un présage de mort beaucoup plus sûr que la plus fiable malédiction d'une sorcière shakespearienne. Mais qui allait mourir, se demandait-on. Pinky Miller et Ike Lance éprouvaient au creux de l'estomac une frousse qui les paralysait, les tenaillait et les rongeait. Quant à Jack Farrell, il avait la joie au cœur. La sortie de scène réussie de Scotty Duncan n'avait pas colmaté la brèche, qui, menaçant de s'élargir dans la digue protégeant les intérêts de certains, risquait d'ouvrir soudain la voie à un flot torrentiel qui emporterait pas mal de monde vers les parages redoutés du pénitencier.
Pinky Miller et Ike Lance étaient conscients de la raison pour laquelle, en vue de protéger lesdits intérêts, ils avaient de fortes chances d'être refroidis. La peur que Hand Evans ne fût là pour assurer cette protection que leur bavardage mettait en danger leur donnait la nausée, et ils se représentaient Scotty Duncan, étendu sur le sol devant chez Wolf avec, au front, une piqûre nette et ronde, et à l'arrière du crâne un trou assez grand pour y mettre un œuf. Ils allèrent donc voir Jack Farrell. « Hand est en ville, » dit Pinky en regardant de l'autre côté du bureau le visage haut en couleur et la mâchoire carrée de Jack Farrell, le patron du commissariat de la 15th Street. « Je le sais, » dit Jack, et après avoir craché avec précision dans le crachoir du coin, il remit son cigare entre ses lèvres. « Qu'allez-vous faire à ce sujet » demanda Ike. « Rien, » répondit Farrell en les regardant d'un air amusé d'en dessous ses sourcils broussailleux et tout blancs. « Rien » hurla presque Pinky, affolé. « Rien, il va nous refroidir. C'est ça qu'il va faire, et vous vous dites rien. » Il tapa sur le bureau et il était rouge d'émotion. « Vous savez pas qu'il est après nous, Ike et moi ?»« Bien sûr que si, » dit Jack Farrell, et de nouveau, il visa le crachoir. « Nous racontez pas l'histoire, Jack, » dit Ike, qui se dominait mieux. « On le sait bien qu'on est des indiques, mais moi, j'ai vu Scott Duncan, nous racontez pas l'histoire !» Farrell posa son cigare, fit basculer son siège en arrière et regarda les deux indicateurs dans les yeux. « Je ne vous raconte pas d'histoire, les gars. Nous n'avons rien sur Hand Evans. Nous savons bien qu'il a descendu Scotty, mais il n'y a pas la moindre preuve. »« Eh, Fitz !» objecta Pinky d'un ton pleurard. « Fitz. Il jurait qu'il n'a jamais vu Hand. On n'a rien nulle part sur Hand. Tout ce qu'on pourrait faire, c'est l'interpeller pour vagabondage ou leur tenir aux fins d'enquête, mais ni l'un ni l'autre de ces motifs ne suffirait à le garder plus de 24 heures. Hand n'est pas un vagabond, et quant à l'enquête, on a déjà fait le tour de tout ce qu'il y avait à savoir. Quelqu'un est bon pour un voyage à les simples destinations du pays dont aucun voyageur n'est jamais revenu. Tu n'as pas peur de mourir, hein, Pinky ? » « Blaguez pas, Jack, » dit Ike, la force d'âme propre à sa race lui imposant de bien se tenir, au contraire du larmoyant Pinky. « Y a rien qu'on puisse faire ?»« Descendez-le vous-même et débinez-vous après, ou trouvez quelque chose sur lui et je l'emballerai. » Farrell tira d'un air satisfait sur son cigare. « Vous le savez bien qu'on peut pas le descendre, » protesta Ike. « On n'est pas des tueurs, nous. »« Il boit, pas vrai ? Et il est prêt à boire avec n'importe qui. Peut-être après tout que ce n'est pas après vous qu'il en a. Soulez-le et peut-être qu'il se mettra à table. Soulez-le à bloc ce soir chez Fitz. Je ferai tout mon possible pour qu'il vous arrive rien, les gars. » « Ce qu'il y a d'emmerdant, » gémit Pinky, « c'est que c'est pas comme si c'était un tueur ordinaire. On pourrait avoir une chance de l'avoir ou on pourrait trouver quelqu'un pour le supprimer. Mais ce type-là, c'est la mort. Il y a personne qui pourrait l'avoir et il a pas un seul point faible. Et il tuera celui, quel qu'il soit, qui essayera même de l'agrafer. » « Tout le monde a ses points faibles, » dit Farrell. « Et maintenant, vous deux, débarrassez le plancher. » Les deux indiques ouvrirent la porte et s'esquivèrent. Farrell tendit la main vers un téléphone de bureau et appela un numéro. « Allô, Rocky ? Ici Jack. Tu es seul ? Parfait. Oui. Je sais qu'il est après moi. Les deux indiques sortent à l'instant d'ici, morts de peur. Mais nous n'avons rien sur lui pour le coincer. Oui. Je comprends pourquoi tu ne peux pas témoigner au sujet de cet autre. Ce soir, les indiques vont essayer de le cuiter. C'est demain qu'il doit me faire mon affaire. À leur place, je ferai la même chose. Pourquoi se préoccuper des indiques quand ils peuvent éliminer l'homme qui en sait le plus long ? D'accord, oui. Écoute bien, Rocky. Je vais t'envoyer un disque pour ton phono. Ce soir vers 11h, je t'appellerai de chez Wolf, de l'autre côté de la rue. Fais jouer le disque. Il sera en train de boire des coups avec les deux indiques. Celui que j'ai envoyé. Sois prêt à plonger dès que tu auras mis le disque. À bientôt, Rocky. Il raccrocha le récepteur et enfonçant son melon sur son crâne, non sans avoir pris un cigare dans le tiroir de son bureau, il franchit la porte en sifflotant. Ce soir-là, son pied droit sur le barreau de cuivre du bar de Rocky et Fitz, et sa main gauche encerclant une bouteille de whisky avec laquelle il remplissait régulièrement le petit verre qu'il avait devant lui, Hand Evans, le teint olivâtre et le regard glacial, buvait. Après avoir rempli le verre, il le portait de la main gauche à ses lèvres et le vidait. Quant à sa main droite, elle pendait toujours du côté où quelque chose faisait une bosse dans la poche de son veston, ou bien elle était posée sur le bar à proximité de l'autre revolver qu'il portait dans l'étui placé sous son aisselle.
Il avait les yeux fixés sur le miroir parallèle au bar, derrière la tête de Rocky, qui donnait une vue panoramique de la salle et de la porte battante. Au cours de la soirée, plusieurs hommes s'étaient approchés de Hand, proposant de lui payer un verre. Il leur fit à tous la même réponse. « Moi, je paie ce que je bois. » Après cela, le dialogue était plutôt difficile. Il y avait peu de chances que Hand se mette, si peu que ce fût, à table. S'il y a la moindre vérité dans In Vino Veritas, une fois la carapace de Hand éliminée, il en apparaissait une autre en dessous, beaucoup plus dure. Une demi-heure avant minuit, le téléphone à l'arrière du bar sonna. Rocky répondit « Allô, faux numéro » et il raccrocha violemment. « Dites donc, en voilà peut-être un que vous ne connaissez pas » dit-il en prenant le disque qui était au sommet de la pile. « Surtout pas un de ces foutus trucs de jazz » grogna le petit homme au teint basané qui était accoudé au bar. « C'est pas du jazz » répliqua Rocky en mettant une aiguille neuve. « Ça, c'est un vrai truc pour un télo. C'est de la grande musique. Ça a pour titre Vesti la Giuba. » Il mit le phono en marche et la voix du grand ténor sortit à flot de l'appareil, distillant les notes déchirantes de la musique de Leoncavallo. « Ris donc, paillasse, ris donc de ton malheur » chantait Caruso. Le visage de Hand s'épanouit puis s'assombrit, et il se mit à regarder fixement le sol. Tout le temps que retentit la protestation du bouffon contre ce destin qui le force à rire, alors que sa vie tout entière vient de s'écrouler, Hand resta les yeux baissés. Hand ne vit pas la porte battante s'ouvrir devant Farrell. Il entendait seulement la voix puissante de Caruso clamer la déchirante plainte de Cagno. Quand retentit la dernière note, il leva impulsivement les deux mains pour applaudir. « Les baisse pas !» claqua comme un coup de feu la voix de Jack Farrell, et Hand, se retournant, se trouva nez à nez avec le canon calibre 45 que l'Irlandais tenait dans sa grosse main couverte de taches de rousseur. « Les baisse pas, Macaroni !» Passant des doigts experts sur le veston de Hand, Farrell extirpa de la poche et de l'étui les deux revolvers de Hand, et puis se mit à rire en voyant la tête que faisait le tueur. « Il avait pas de point faible, hein. On pouvait pas le cravater. T'étais pas prêt à tuer celui qui essaierait de te cravater ?» Il glissa une paire de bracelets d'acier sur les poignets de Hand. « Tu peux baisser les mains maintenant. Nous en savons assez sur toi pour que Rocky, ici présent, puisse raconter sans le moindre risque ce qu'il sait concernant Scotty Duncan. » Hand Evans, immobile, regardait Farrell avec dans les yeux la venimeuse haine d'un serpent à sonnette dont on aurait brisé le dos. « Tu n'avais pas de point faible, » continuait Farrell, jubilant. « L'alcool était sans effet sur toi. Pour toi, une femme ou une machine à sous, c'était du pareil au même. Tu te préparais à me tuer demain. Mais tu avais tout de même un point faible. Ton vrai nom, c'est Guardalabene, pas vrai ?» Hand, depuis son arrestation, n'avait pas dit un seul mot, mais toute sa haine était concentrée dans ses yeux. De visage, il était comme toujours impassible. « Il s'appelle Guardalabene, Rocky, » dit Farrell en se tournant vers celui-ci. « Et ce qui a éloigné ses mains de sa poche, c'est la voix du macaroni. Votre tendon d'Achille, monsieur Guardalabene. C'était la musique. Appelle le commissariat, veux-tu, Rocky ?» C'était Gracchus raconte, lisant du Hemingway. Traduction de Michel Arnaud. Si ça t'a plu, abonne-toi, pose un pouce ou lâche un commentaire, ça serait fort apprécié.